Je ne me plie pas aux ordres de Mediapart, comme d'ailleurs d'aucun autre journal. Ma ligne de conduite sera de ne rien cacher, de ne rien négliger et de ne rien laisser de magistrat côté. a ordonné la censure préalable d'une enquête de médias. Antoine Rouget, du pôle enquête, s'apprêtait à révéler de nouveaux éléments sur les pratiques politiques en vigueur à la... L'État n'a jamais daigné prendre l'affaire en main. Présent dès le début pour soutenir l'école mis en cause, François Bayrou se voit aujourd'hui accusé d'avoir adopté un silence complice, voire coupable, pour protéger l'institution catholique. Cette affaire, ne venant pas de nulle part et s'inscrivant dans un contexte d'enquête journalistique approfondie de plusieurs médias basés sur de nombreux témoignages solides, met ainsi en exergue un scandale d'État. En effet, occupant des postes à responsabilité lors des faits dénoncés, l'actuel Premier ministre amnésique François Bayrou affirme ne jamais avoir entendu parler de violence, a fortiori sexuelle, au sein de l'établissement. Néanmoins, de nombreuses preuves viennent contrecarrer ces affirmations. Scolarisation du fils du Premier ministre dans l'ancienne classe d'un élève ayant eu les tympans perforés suite à une gifle reçue, déclarations, témoignages et archives prouvant que l'État était au courant des actes commis, autant de preuves remettant en question la parole portée aujourd'hui par les personnes au pouvoir. Mais comment expliquer ce mutisme ? Comment analyser la défense étatique dans un contexte où la montée de l'extrême droite et la répression menacent l'équilibre politique ? Mais surtout, que révèle cette enquête de notre société ? Bien loin d'être un cas isolé, l'affaire Betaram, elle met en lumière la face visible de l'iceberg et c'est pour cette raison qu'il est important de la médiatiser pour qu'enfin la parole se libère. Tout d'abord, Antoine Rouget, dans le cas du dossier Betaram, on a pu observer que Mediapart a posté les différentes enquêtes par slave, attendant à chaque fois les réponses des principaux accusés avant de publier la suite des preuves. On peut penser à la fameuse phrase d'un proche du Premier ministre « Est-ce qu'il y a encore des trucs qui vont sortir ?» Pourquoi utiliser cette stratégie journalistique et en quoi est-elle pertinente ? Alors c'est le fameux feuilleton de Mediapart qui est régulièrement commenté quand on fait des révélations, c'est de considérer qu'on installerait une forme de supplice chinois vis-à-vis des notamment dans la sphère politique, vis-à-vis des responsables publics qui sont mis en cause par les informations qu'on divulgue. Moi j'ai envie de dire que dans l'affaire Betaram, mais c'est le cas assez fréquemment en fait, le feuilleton il est installé par François Bayrou lui-même. C'est-à-dire que nos révélations successives, elles reposent sur des prises de position de François Bayrou. En l'occurrence, donc François Bayrou, il est interrogé par Mediapart sur la base d'informations que nous avons. Donc avec David Perrotin, on travaille sur ce dossier, on récupère des témoignages, des documents, etc. Et on interroge François Bayrou, qui fait un choix, c'est de ne pas nous répondre. Il a le droit, il a parfaitement le droit. Nous, on est dans notre obligation de l'interroger. C'est à la fois une obligation légale, mais déontologique, en fait, de donner la parole aux personnes concernées. Et puis, par ailleurs, son point de vue, il nous intéresse. Parce que François Bayrou, il est silencieux sur le scandale de Betaram, alors que c'est l'élu le plus puissant de la région. Il a d'ailleurs dit qu'il portait plainte contre vous après pour diffamation. Voilà, il a annoncé un dépôt de plainte que nous avons jamais reçue. En tout cas, on ne l'a pas reçue à ce jour, mais c'est un grand classique. Quand il y a une enquête, de dire je vais porter plainte en diffamation, de ne pas le faire derrière. Mais ça permet au moins d'installer l'idée qu'il y a des choses fausses qui auraient pu être publiées. Là, donc on l'interroge, il refuse de répondre. On publie notre article et ensuite il est interpellé à l'Assemblée nationale en tant que Premier ministre par un député d'opposition, député de la France Insoumise, spécialisé des questions d'éducation, qui s'appelle Paul Vanier, qui est député du Val-d'Oise et qui interpelle le Premier ministre en disant « J'ai lu dans la presse
que vous étiez silencieux, mais aussi que vous aviez fait des déclarations contradictoires sur le scandale de Betaram. Voilà, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Donc ça a été la première prise de parole suite à notre publication de François Bayrou, lequel déclare devant la représentation nationale, en direct sur les chaînes de télévision, sur les réseaux sociaux, qu'il est absolument au courant de rien, qu'il n'a jamais fait l'objet d'alerte. Et c'est le point de départ de ce feuilleton que vous décriviez dans votre question. Si François Bayrou avait dit la vérité à ce moment-là, il n'y aurait jamais eu de feuilleton. Dont acte, il reconnaît avoir été informé à telle date, etc. Sauf que sa position étant tellement éloignée des éléments factuels que nous avions, en fait, on était dans l'obligation d'informer le public quant au fait que l'actuel Premier ministre a menti devant la représentation nationale. Est-ce que vous vous y attendiez? Vous aviez déjà préparé les articles à l'avance, etc. Ah non, on a rédigé à partir de suite aux réponses, etc. de François Bayrou. Et d'ailleurs, j'étais moi-même le premier surpris de sa réponse. Parce que je me suis dit, mais comment il peut tenir un discours qui est aussi décalé et dissonant par rapport aux éléments matériels que l'on a, mais par ailleurs, dont on lui avait fait part dans notre contradictoire. Donc il savait qu'on avait ça. Et pour moi, il était possible que François Bayrou esquisse une forme de mea culpa, peut-être à sa manière. Hein. On sait que c'est parfois compliqué pour des personnes en responsabilité d'exprimer des regrets, etc. Mais par contre, j'étais bien loin d'imaginer qu'il aille sur ce niveau de mensonge et de décalage par rapport à la réalité. Donc, c'est ça qui a donné le coup d'envoi en fait de cette partie de ping-pong et ce feuilleton Betaram en l'occurrence. Et donc ensuite, d'autres journaux s'en sont emparés, ont fait les mêmes recoupements que nous, et donc c'est devenu l'affaire Bayrou-Betaram, qui était au début une affaire Betaram. Et ça se produit assez régulièrement en fait, de voir des responsables publics qui entrent dans de tels niveaux de dénégation par rapport aux éléments qu'on a mis sur la table, qu'en fait ça nous pousse à publier les documents. Et à dire, mais attendez, mais en fait, vous dites que c'est pas vrai, mais nous on a des éléments permettant parce qu'on joue notre crédibilité aussi là-dessus. Donc on a des éléments qui permettent d'asseoir notre démonstration, donc on va les mettre sur la place publique. Et donc ça crée ces effets-là. Il n'empêche que parfois, ça arrive aussi que on séquence nos informations. Parce qu'on en a beaucoup, par exemple, et donc déjà on fait des articles qui sont très longs à Mediapart, et on se dit, en fait, parfois ça va aussi noyer une information, et donc on séquence, et donc là ça donne aussi cette dimension de feuilleton. Parfois on en a plus aussi que ce qu'on écrit, et des sources, par exemple, peuvent parfois nous dire, mais si vous êtes trop précis dans ce niveau d'information-là, en fait, moi ça va me mettre en difficulté, et donc on reste parfois un peu sur la réserve par rapport à toute l'information qu'on a. Et une enquête, c'est aussi un corps mouvant. Les choses, elles évoluent au gré des révélations. Et il y a des répercussions, des réactions, et parfois des mensonges qui sont proférés par des responsables publics, qui aussi incitent des sources qu'on a déjà, voire des nouvelles sources, à nous contacter pour dire, mais attendez, mais là c'est tellement délirant ce que j'entends, qu'en fait il faut rétablir la vérité, donc je vous donne accès à de nouvelles informations. Et donc à chaque fois aussi il y a l'idée que en fait le premier article qu'on va faire sur une affaire, ça va ouvrir le champ et la possibilité à ce que d'autres informations nous parviennent et qu'on puisse les révéler. Donc ça donne cette image d'un feuilleton qu'on alimenterait à chaque fois, mais c'est pas le cas aussi. Ça dépend vraiment de l'attitude en fait des protagonistes, et c'est une forme de danse quoi. Et nous on n'est pas tout seul là-dedans. On maîtrise jamais l'issue de nos propres enquêtes. On sait qu'on publie une information, c'est un peu l'idée, on jette un pavé dans la mare, et après advienne que pourra en fait. On ne sait pas du tout la manière dont le corps social et les protagonistes vont interagir vis-à-vis de ces informations-là. Dans votre dernier article datant du 7 mars 2025, vous échangez avec la première victime qui a déposé plainte et laquelle a eu le tympan perforé après une gifle, on l'avait évoqué tout à l'heure.
Et ensuite, il avait été aussi envoyé donc, sur le perron, cette fameuse punition qui consiste à envoyer l'élève pratiquement nu dehors, parfois sous un froid glacial, et cela pendant presque toute une nuit. Et donc, cet article participe à un certain flot de paroles qui se libèrent, à l'image, par exemple, du mouvement MeToo il y a quelques années. Et concrètement, qu'est-ce que l'affaire de Betaram, donc à travers ces paroles-ci que vous avez entendues, révèle de notre société ? D'abord, je trouve que c'est important d'insister sur cette affaire, dans ce qu'elle dit de la violence faite aux enfants et la manière dont on s'est accoutumé cela pendant des décennies. Et c'est intéressant le parallèle que vous faites avec MeToo, c'est que MeToo, ça a permis de réinterpréter tout un tas de codes et de niveaux d'acceptabilité qu'on avait par rapport aux violences et au continuum de violence qui s'exprimait et qui s'exprime encore contre les femmes. Et là, ça concerne l'enfance. Betaram, et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire vivre les récits des victimes. C'est la négation de toute forme d'humanité par rapport et même d'autonomie par rapport à l'enfance. Voilà, quand on considère qu'on peut perforer des tympans, mettre des enfants qui ont 10 ou 11 ans une partie de la nuit sur un perron en guise de sanction pour les remettre dans le droit chemin, c'est qu'on a une vision complètement déshumanisante et de ce qu'est l'enfance, de ce qu'est la construction d'un être humain pendant ces années-là. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est que dans les réactions de François Bayrou, du garde des Sceaux aussi, Gérald Darmanin, ils ont parlé de continents inconnus des violences faites aux enfants. Mais ce que montre Betaram, et c'est pour ça que la première victime ayant porté plainte, ayant fait condamner le surveillant général de Betaram, son interview était très importante, c'est que elle a porté plainte avec ses parents en 1996. Il était passé par ailleurs aux urgences. Même sous perfusion, je crois. Il avait été hospitalisé, et en fait, ça veut dire que dans les années 90, des victimes se plaignaient déjà de Betaram. Donc, c'était pas un problème de non-dénonciation, c'était un problème de non-réception de ces dénonciations. Au moment de cette affaire-là, il a été soutenir l'établissement. Et donc, ce que raconte Betaram, c'est pas simplement et c'est pas du tout même que des personnes ne se plaignaient pas de ces comportements-là. C'est pas comme si on était à la préhistoire de la prise en compte des violences faites aux enfants. Mais c'est que par contre, il y avait une partie de la société, notamment parmi ces élites dirigeantes, qui considéraient que c'était normal de traiter les enfants comme ça. C'est pour ça que je parle de position déshumanisante. Et c'est pour ça que le scandale, il est sourd et immense concernant François Bayrou. C'est pas, on n'a pas pris l'élu le plus puissant du Béarn pour dire « Ah, mais qu'est-ce qu'il aurait fait ?» François Bayrou, il était ministre de l'Éducation nationale. Il était, au même moment, président du Conseil général, c'est aujourd'hui les conseils départementaux, mais donc, parmi les compétences du Conseil général, il y a la protection de l'enfance. Et là, on parle de mineurs qui étaient battus de manière régulière au sein d'une institution, qui était une institution scolaire et catholique. Et François Bayrou, il était informé de ce qui s'y passait et il n'a rien fait pour y mettre terme. Et c'est ça qui est extrêmement important. C'est dans l'affaire Betaram, c'est pas de savoir si des gens se sont plaints ou pas, c'est de savoir pourquoi, alors qu'il y avait déjà des plaintes, les personnes qui auraient pu mettre fin à cette mécanique infernale ne l'ont pas fait. Et pourquoi il faut attendre 2025 pour avoir le scandale enfin sur la place publique avec des mesures qui sont prises. Et cette affaire-là, elle concerne et c'est pour ça que Bayrou, en tant que responsable, est intéressant. C'est qu'elle concerne la famille, parce que les parents d'élèves, ou un certain nombre de parents d'élèves, étaient au courant de ce qui se passait à Betaram, voire envoyaient leurs enfants à Betaram pour ces raisons-là. C'était perçu comme un camp de redressement. Dans certaines bonnes familles, l'enfant qui était un peu différent, ou qui n'avait pas les bons résultats scolaires, ou le bon comportement, du point de vue des mœurs de ces bonnes familles-là, ont décidé d'envoyer un enfant à Betaram, justement pour qu'il soit rééduqué, avec les méthodes dont on parle.
Donc François Bayrou, vous le disiez, il avait ses enfants qui étaient scolarisés là-bas. François Bayrou, c'est aussi l'échelle de l'institution catholique. Voilà, c'est quelqu'un qui est, et il a évidemment tout à fait le droit d'être croyant, de se rendre régulièrement à la messe, etc. Mais c'est aussi l'aveuglement de cette institution catholique, y compris, on l'a vu dans les affaires Barbarin, etc. à partir de 2016, aveuglement qui a coûté extrêmement cher à énormément d'enfants et de femmes qui ont été agressés, avec l'assentiment de l'institution qui a protégé les religieux. Donc François Bayrou, il a participé de ça, et puis c'est aussi le niveau des notabilités locales. Bétharam était très protégé par les bonnes familles du Béarn, mais aussi plus loin. Il y avait la région de Bordeaux, la région de Toulouse, la Côte Basque, où les bonnes familles connaissaient et avaient envoyé leurs enfants à Bétharam. Et c'est aussi la responsabilité et la faillite au niveau national, de l'éducation nationale, qui, malgré l'accumulation de scandales, n'a jamais inspecté sérieusement cet établissement qui était pourtant sous contrat avec l'éducation nationale. Donc finalement, il concentre à lui seul l'ensemble de ces faillites-là, et ce qui est déplorable, c'est de voir que pour s'en sortir, il n'affronte pas ses responsabilités, mais il a menti et hontément à plusieurs reprises, y compris devant la représentation nationale, en disant qu'il était au courant de rien. Donc vous parliez tout à l'heure de votre passion pour l'histoire, dans laquelle vous avez étudié pendant votre parcours, et ça a pu être réutilisé notamment, je pense, dans le travail d'archives que vous avez dû faire, notamment dans cette affaire de Bétharam. On a vu sur les réseaux sociaux des archives, notamment de l'INA, montrant certaines plaintes, on va dire, pas très sérieuses. J'ai l'exemple de Daniel Balavoine qui qui parle un peu ironiquement devant la caméra des punitions qu'il subissait à l'établissement Cendrillon de Dax, où il y a déjà plusieurs plaintes aussi. Pareil à la suite d'une punition, c'est-à-dire que j'étais en classe d'études, puis j'ai dû faire une connerie ou j'ai dû ne pas en faire. J'ai eu une punition à ce moment-là qui était la punition la plus dure de l'école. On m'avait envoyé au téléphone. Ça fait rire comme ça, mais le téléphone, c'est une petite pièce, toute petite, vitrée, dans laquelle on t'enferme le temps qu'il faut, on te donne des lignes à faire, à copier. Et quand les autres gosses vont se coucher le soir au dortoir, ils passent devant cette cabine, ils te font bonjour, et toi, tu es obligé de rester là sans dormir. Et comme je connaissais cette punition, je suis sorti avec mon pupitre, puisque je devais partir avec mon pupitre, je suis sorti du collège, et tout d'un coup, ça m'a pris comme une lubie. J'ai posé le truc dans les escaliers, je me suis barré. Oui, qu'est-ce que les archives vous ont apporté dans cette affaire de Bétharam ? Ce qui est hyper intéressant dans l'enquête, c'est qu'on s'est rendu compte que dès les années 90, il y avait énormément, y compris dans la presse, de reportages, d'enquêtes et d'un travail extrêmement sérieux qui était fait sur la maltraitance des élèves à Bétharam. Donc déjà, ça permet de se repositionner dans ce qui était l'ambiance et la manière dont on percevait ces faits-là au début des années 90. Moi, j'étais pas journaliste à cette époque-là. Beaucoup des lecteurs, lectrices de Mediapart étaient enfants, pas nés, voilà. Donc nous aussi, on a cet enjeu qui est de recontextualiser, surtout dans un moment où François Bayrou et un certain nombre de protagonistes de cette affaire avaient pour objectif de mettre les dysfonctionnements de Bétharam à distance de l'époque contemporaine. C'est-à-dire de dire, en fait, tout ça, ça s'est produit il y a énormément de temps, en fait, à une époque où la question de la violence faite aux enfants, etc., était complètement négligée, y compris dans le débat public. Et en fait, se replonger dans les archives, eh bien, ça nous a permis déjà de comprendre qu'à ce moment-là, c'était pas du tout le cas. La victime de 1995 qui a remporté son procès l'année suivante pour avoir eu le tympan perforé, eh bien cette histoire-là, elle faisait la une de la presse, y compris nationale. L'ouverture du journal d'Antenne 2 à l'époque. Donc c'était pas du tout négligé, minoré et en termes de gravité occulté à l'époque. Ce qui renforce quand même le questionnement sur l'inaction et le silence complice l'inaction et le silence complice de François Bayrou. C'est que
La seule fois où il s'est prononcé à l'époque sur cette affaire, c'était pour défendre l'institution, alors qu'il y avait des reportages prouvant que ce qui s'y passait était extrêmement grave et ne concernait pas qu'un seul élève. Et l'autre chose, c'est que ça a permis de conforter et de confronter François Bayrou à ses déclarations de l'époque. En fait, François Bayrou, quand il nous dit « j'étais pas au courant », bon, bah on observe ça, on regarde, et bien en fait on va chercher les archives de François Bayrou à l'époque. Il parle à sa place, quoi. Et il en parle en fait, donc François Bayrou s'auto-dément, j'ai envie de dire, avec ce travail d'archives. Et c'est implacable. Et là, ça permet de sortir aussi du registre qui est parfois extrêmement compliqué dans ce type d'affaires, qui est François Bayrou déclare que, mais Mediapart déclare que. Non, ce ne sont pas des déclarations de Mediapart, ce ne sont pas des faits produits par Mediapart. En fait, nous, on a exhumé les archives de François Bayrou, prouvant que ce qu'il raconte en 2025 est contradictoire avec ce qu'il faisait en 1995. Et ça, c'est pas nous qui le disons, c'est lui-même. Et en plus, c'est le traitement médiatique qu'il y a ensuite, parce qu'ensuite, ce qu'on dit, c'est voilà, que c'est Mediapart qui accuse François Bayrou, etc. Je pense même, il y avait une brève, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais de l'AFP qui avait dit la gauche accuse François Bayrou d'être complice des violences commises à Betaram. Enfin, ça pose cette question-là, justement, de comment est-ce qu'on traite une enquête journalistique d'un média qui dit des faits. Comment est-ce qu'on la traite ? Est-ce qu'on dit que c'est le média ? Est-ce qu'on dit que c'est des faits qui se sont établis ? Et ça pose question aujourd'hui dans notre climat. Il y a une tendance des fois en fait à regarder un peu ces affaires comme un match de foot, quoi. Il a marqué un but, l'autre il en marque un autre, voilà. En fait, moi ça m'horripile, quoi, ce mode de traitement-là. Le travail des journalistes, et peu importe les lignes éditoriales, peu importe les questions d'indépendance économique, etc., en fait, c'est de vérifier des informations et de confronter des faits. Quand on a une personnalité, en l'occurrence qu'il soit Premier ministre ou peu importe son niveau de responsabilité, qui dit à l'Assemblée nationale je n'étais pas au courant, et que Mediapart, mais ça aurait pu être n'importe quel autre média, publie une archive prouvant que non seulement il était au courant, mais qu'en plus il prenait la défense de l'établissement, on ne peut pas dire il est accusé de. En fait, il a menti. C'est un fait établi. C'est implacable, en fait. Et moi, je trouve qu'il y a une tendance générale, notamment sur les enquêtes visant des personnes de pouvoir, en fait, à minorer l'information ou à la nuancer et à pas, en fait, appeler un chat un chat. Et moi, je trouve que eh bien, ça participe aussi de la défiance d'une grande partie du public à l'égard des médias, parce que en fait, les personnes qui suivent le dossier Betaram, le public, a très bien vu de ses propres yeux que en fait, c'était le discours tenu par François Bayrou en 2025 était incompatible avec ses propres actions à l'époque et totalement dissonant. Et donc, il n'est pas accusé d'avoir travesti la vérité, il a objectivement menti, et je pense que c'est extrêmement important justement de bien qualifier les choses. Je demande à chacun de ceux qui nous regardent, qu'ils aient voté pour moi ou pas, qu'ils m'aiment ou pas. Est-ce que c'est normal qu'un ancien président de la République soit traîné dans la boue, comme je le suis depuis 8 ans, sur les seules déclarations d'un individu qui a menti et qui vient aujourd'hui dire « j'ai menti ». Pour quelle raison avez-vous menti ? Lui dit « j'ai menti parce que le juge m'a demandé de le faire pour arranger mes propres affaires. » L'extrait que vous venez de diffuser de Nicolas Sarkozy, il est fondamental parce qu'il montre quel est le mobile du crime. Le mobile du crime, c'est attaquer la justice. C'est pas Ziad Takieddine. C'est pas Ziad Takieddine qui a déjà eu des déclarations évolutives dans un dossier. C'est pas ça l'objectif de l'opération Sauver Sarko. C'est de dénigrer
l'un des meilleurs juges d'instruction français, qui est d'ailleurs aujourd'hui le patron du pôle financier du tribunal de Paris, qui pendant longtemps a été le premier juge de l'affaire libyenne, qui est le juge Serge Tourner. C'est ce que fait Nicolas Sarkozy. Et c'est là-dessus qu'ils vont jouer. C'est purement berlusconien. C'est purement trumpien. Qu'ils ont fabriqué un faux scoop pour que ce soit le véhicule d'une attaque inédite dans sa puissance médiatique contre un juge d'instruction. Nous avons brièvement évoqué le traitement médiatique accordé aux enquêtes de Mediapart, mais je pense que dans l'affaire concernant la France et la Libye et l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, ce traitement-là est encore plus intéressant à observer. On le rappelle, Nicolas Sarkozy, dans l'affaire libyenne, donc des prétendus financements de campagne de 2007, qu'il a gagné, cette élection présidentielle au détriment de Ségolène Royal, il est donc soupçonné de corruption, financement illicite de campagne, détournement de fonds publics et plus infamant encore, pour reprendre les termes de votre collègue Fabrice Arfi, association de malfaiteurs. Il est donc actuellement jugé devant le tribunal. D'autres procès l'attendent, notamment, on va l'évoquer tout à l'heure, cette opération Sauver Sarko, donc, qui concerne les médias dans lesquels il a une certaine emprise et témoigne donc de ce traitement des médias accordé aux enquêtes de Mediapart. Et donc avant de se pencher sur le traitement médiatique de l'affaire libyenne, j'aimerais lire le renvoi devant la justice qui implique justement Nicolas Sarkozy et ses plus proches collaborateurs soupçonnés d'avoir collaboré donc avec un régime dictatorial emmené par le sanguinaire Mouammar Kadhafi. Les juges disent, je cite, « La manière dont Nicolas Sarkozy a cru subitement renouer des liens avec un régime aussi controversé que celui du colonel Kadhafi, alors qu'il n'était encore que ministre de l'Intérieur et pas ministre des Affaires étrangères, et bien plus encore les conditions dans lesquelles cette relation s'est développée, avec l'omniprésence d'un affairiste, homme de l'ombre rompu depuis des années aux négociations parallèles en marge des gros contrats d'import-export comme l'était Ziad Takieddine, les déplacements multiples, sans but discernable des plus proches collaborateurs du futur président de la République, les rencontres secrètes organisées sur place et très difficilement compréhensibles, sauf à considérer que cette activité dissimulait un secret et qu'il s'agissait en réalité d'obtenir des financements occultes pour la future campagne, comme l'ont ensuite dénoncé nombre de protagonistes de cet épisode, dont Mediapart. Donc ainsi, pouvez-vous retracer ces deux opérations de sauvetage finalement avortées et pour lesquelles Nicolas Sarkozy et les siens sont renvoyés devant un tribunal une nouvelle fois, et nous dire comment vous avez réagi face à celle-ci, et aussi comment peut-on caractériser cette certaine emprise qu'exercent les élites sur différents groupes de médias et de presse. Alors, il y a eu deux moments en fait, pour moi dans l'affaire Sarkozy-Kadhafi. Il y a eu pendant des années, après les premières révélations de Mediapart, ça date quand même de 2011, les premières enquêtes de Fabrice Arfi et Karl Lasquet, il y a eu un phénomène d'occultation de l'information, ça veut dire que les révélations et y compris les documents qui étaient publiés dans Mediapart, etc., les documents qui étaient publiés dans Mediapart n'étaient pas repris. Donc ça, c'est une manière extrêmement puissante en fait d'occulter au public, parce que nous on a évidemment notre lectorat, on a de plus en plus d'abonnés et c'est très bien ainsi, mais en fait tout seul on se suffit pas à alimenter une discussion sur un scandale qui est absolument énorme, quoi. Et donc la première les premières vies, les premières années de vie de cette affaire, ça a été vraiment Mediapart tout seul dans son coin et un océan de silence autour de Mediapart. Et ensuite, dans un second temps, que moi je lis à l'accélération du calendrier judiciaire et les mises en cause personnelles de Nicolas Sarkozy et membres de son entourage dans l'affaire, on a vu une autre mécanique à l'œuvre qui a été la contre-offensive médiatique. Là, il ne s'agissait plus de passer sous silence les informations de Mediapart, mais de venir les contester frontalement dans des médias amis. Des médias amis extrêmement puissants, notamment
dans la presse écrite, mais aussi télévisuelle. Le groupe Lagardère où Nicolas Sarkozy siège en conseil d'administration notamment. Voilà, et en fait, ce qui est intéressant de regarder, c'est la structuration de ces médias. C'est pourquoi ce sont des médias amis. Quand je dis médias amis, ça ne veut pas dire que tous les journalistes membres de ces rédactions-là supportent aveuglement Nicolas Sarkozy et disent on va attaquer Mediapart. C'est pas du tout ça qui se passe. C'est vraiment, il faut prendre les choses par le haut. Regardez comment sont organisés ces médias pour comprendre pourquoi dans des moments clés de la défense de Nicolas Sarkozy, eh bien, ils se sont de manière aveugle rangés derrière les arguments et les avancées et voir les combines qui pouvaient être organisées autour de Nicolas Sarkozy pour le défendre. Et c'est là qu'on a notamment la mobilisation d'un journal qui s'appelle Le Journal du Dimanche, qui était donc propriété d'Arnaud Lagardère, du groupe Lagardère, Arnaud Lagardère étant son président et qui considère Nicolas Sarkozy comme son frère. C'est lui-même qui le dit. Et dans une écoute judiciaire auquel on a pu avoir accès, eh bien on voit qu'Arnaud Lagardère se soucie du contenu éditorial du journal du dimanche vis-à-vis de cette affaire, et il a lui-même confié dans le journal Le Monde eh bien qu'il concevait sa mission d'information autour de cette affaire comme une nécessité de rééquilibrer les choses par rapport à Mediapart. Comme si finalement nous étions dans une démarche d'accusation et que le journal du dimanche était en défense médiatique de Nicolas Sarkozy. Et c'est extrêmement préjudiciable en fait de se placer sur ce terrain-là parce qu'en fait c'est une négation totale des faits. En fait, nous on n'est pas dans une démarche d'accusation. Nous, on est dans une démarche de révélation, d'information sur cette affaire depuis 2011. Et tel un puzzle, en fait, au fil des ans, on a apporté des pièces qui ont permis de comprendre quelle était l'ampleur et la gravité de la relation entre Nicolas Sarkozy et Mouammar Kadhafi. C'est ça l'affaire. Et donc, le groupe Lagardère, lui, s'est mobilisé contre Mediapart pour essayer finalement de contrebalancer les choses. Donc, groupe dont Nicolas Sarkozy était membre du conseil d'administration et du conseil de surveillance. Et ensuite, on a vu aussi se tisser tout un tas de relations, notamment avec BFM TV, qui était dirigé par Marc-Olivier Fogiel, ami intime de la communicante Mimi Marchand qui travaille pour Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Et BFM TV s'est transformé en véhicule médiatique de la défense de Nicolas Sarkozy au moment du fameux épisode de la fausse rétractation de Ziad Takieddine, donc qui est en fait un moment télévisuel absolument inédit au cours duquel Ziad Takieddine, qui est un des intermédiaires des financements libyens du clan Sarkozy, est revenu sur ses précédentes déclarations pendant une courte séquence de 32 secondes sur BFM TV en disant que tout était faux et qu'il avait été trompé par les médias et surtout par la justice française devant laquelle il avait fait ses déclarations, et il a épargné et dédouané Nicolas Sarkozy. On sait depuis, ça c'était en 2020, à la fin de l'année 2020, un moment justement où Nicolas Sarkozy était mis en examen pour association de malfaiteurs. On sait depuis que cette fausse rétractation de Ziad Takieddine était tout sauf spontanée et qu'un certain nombre d'agents autour du clan Sarkozy lui ont promis d'importantes sommes d'argent pour qu'il revienne sur ses précédentes déclarations. On parle en millions d'euros, je crois. Oui, des promesses de millions d'euros et plusieurs centaines de milliers d'euros qui ont été versés à Ziad Takieddine. Bien, notre réaction quand on voit la fausse rétractation, quand on voit l'interview de Ziad Takieddine qui est par ailleurs qui semble un peu perdu, comme s'il lisait un prompteur, voilà, cette séquence est assez étonnante. Et on se dit immédiatement qu'il y a quelque chose, voilà, c'est louche, mais on ne sait pas qu'on va aboutir et être en capacité de le démontrer surtout aussi rapidement en fait. Moi je m'étais dit on va mettre 10 ans à prouver qu'il a été retourné et que des personnes sont venues le chercher pour qu'il fasse ces déclarations à ce moment précis-là. Et en fait, assez rapidement, en travaillant dessus, on se rend compte qu'il y a d'abord des personnes qui ont participé à cette interview qui n'auraient
pas dû être là. Par exemple, Mimi Marchand, la communicante qui travaille avec les Sarkozy. Voilà, on se rend compte qu'il y a un aéropage et un environnement qui n'est pas logique. Et puis, progressivement, en fait, on va récolter des informations qui nous ont permis de prouver que cette interview était complètement fallacieuse. Mais ce qui est extrêmement stupéfiant, c'est qu'aucun des médias concernés par ces diffusions de fausses informations ne sont revenus publiquement dessus pour s'expliquer, je dis pas vis-à-vis de Mediapart, nous on fait notre travail, on reste dans notre rôle, mais même vis-à-vis de leur propre public. Donc imaginez après l'ampleur de la défiance quand ces mêmes médias viennent ensuite sur d'autres affaires ou même dans d'autres enjeux de société, eh bien annoncer des choses ou révéler des informations. On est en droit de se dire mais est-ce qu'ils ont modifié leur process, leur procédure par rapport à ce qu'ils ont pu faire avant, etc. Il n'y a eu aucune remise en question de la manière dont fonctionnent ces médias, et ça rejoint la question et le point que vous abordiez dans votre question de la structuration économique de ces médias-là, des intérêts en fait à la tête d'un certain nombre de médias privés qui en fait sont des intérêts qui n'ont rien à voir avec le journalisme, qui n'ont rien à voir avec la révélation d'informations, voire qui ont pour objectif de minorer ces informations ou de les écraser sous le poids de la propagande. En fait, on est face à des médias qui prétendent faire du journalisme mais qui font de la propagande. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'à l'intérieur de ces médias-là, il n'y a pas des journalistes qui, justement, essayent de se battre, essayent de créer les conditions d'un libre exercice de leur métier et qui ont une haute valeur de ce qu'est le journalisme. Mais par contre, on a à la tête de ces médias-là des gens qui pensent en termes d'outils de propagande. Pour faire un lien justement avec la liberté de la presse en France aujourd'hui, vis-à-vis du journalisme d'investigation, je pense à l'exemple d'Ariane Lavrieux, une journaliste de Disclose qui a été placée en garde à vue suite à ses révélations sur l'implication de la France dans l'assassinat d'opposants au régime égyptien. Est-ce que vous, en tant que journaliste d'investigation, est-ce que ce climat répressif vis-à-vis des journalistes, est-ce que ça vous inquiète ? Oui, d'autant que ce climat répressif, il s'accompagne d'une ambiance générale de remise en cause du journalisme. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a un enjeu de survie pour le journalisme en France. Je me paye pas de mots en disant ça. Vraiment, il y a un combat pour la vérité qui est déjà extrêmement prégnant et qui va s'accentuer dans les années à venir. Il faut qu'on prenne au sérieux ce qui s'est passé, ce qui se passe aux États-Unis. Où en fait des mouvements d'extrême droite qui sont évidemment entraînés par Donald Trump, etc., arrivent à faire croire et à retourner l'accusation selon laquelle ce sont les défenseurs de la liberté d'expression qui attaqueraient la liberté d'expression. Aujourd'hui, on entend Donald Trump et Elon Musk dire qu'ils garantissent la liberté d'expression alors qu'ils sont en train d'interdire des livres, alors qu'ils sont en train de bannir de certaines universités des types d'enseignement, de bannir même l'usage de certains mots. Quand on voit aujourd'hui que par exemple le mot climat, féminisme, etc. sont aujourd'hui bannis par les institutions américaines. En fait, c'est ça qui est en train de se profiler. Et c'est pour ça que le journalisme, il est à l'avant-garde de la liberté d'expression et de la capacité encore à décrire le réel. Parce qu'on est face à des idéologues croisés et qui ont des intérêts politiques qui sont croisés avec des intérêts économiques et financiers et qui ont une priorité qui est d'effacer le réel. Qui est en fait pour pouvoir plaquer une contre-réalité, pour pouvoir développer leur programme et pour pouvoir, y compris convaincre des personnes, notamment des classes populaires, de voter pour des personnes et des responsables qui ne défendent absolument pas leurs propres intérêts, eh bien ils ont besoin de combattre la vérité. Et donc ce qui s'est passé aux États-Unis a des traductions en France. En fait, quand on voit l'emprise d'un Vincent Bolloré sur énormément de médias en France, on voit bien qu'est en train de se développer le même type de programme idéologique et de propagande à travers des journaux qui y étaient préexistants. On peut même faire le lien avec
ce qu'on appelle aujourd'hui la post-vérité. Je pense par exemple à il y avait une émission de complément d'enquête avec Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, qui, face à l'affirmation du CEPI, un centre d'études qui dépend de Matignon, qui affirmait qu'il n'y avait pas de lien entre OQTF et délinquance, il cite oui, mais la vérité dément ces chiffres, etc. On rentre vraiment dans cette époque où la vérité ne compte plus, et du coup pour vous le journalisme c'est le moyen de lutter et que la vérité survive entre mais le journalisme est le dernier barrage à ça. En fait, le jour où le journalisme cède, et il y a des tentatives de le faire céder en France via des mécanismes de répression, via des rachats de médias, un phénomène de concentration qu'on n'a jamais vécu en France et qu'on subit de détention des principaux médias entre les mains de quelques milliardaires. Ça tient vraiment pas à grand-chose. Eh bien, si le barrage du journalisme cède, eh bien, c'est terminé. Et comme vous le disiez, le phénomène et la contamination de post-vérité, de vérité alternative, etc., c'est pas l'apanage de quelques barjots, pardon pour l'expression, mais d'extrême droite. En fait, ça infuse, y compris dans des milieux les plus respectables ou les milieux qui se prétendent les plus républicains et qui, il y a quelques années, n'osaient pas tenir ce type de discours. En fait, il faut bien voir que l'extrême droite, elle est toujours la matrice d'un mouvement qui est beaucoup plus large et qui contamine d'autres pans de la société. Les médias Bolloré, en fait, il ne faut pas croire qu'ils fonctionnent dans leur coin et qu'ils n'ont pas d'incidence sur la manière dont on appréhende le débat public de manière générale, bien au-delà de la sphère Bolloré. Par exemple, le concept criminel de grand remplacement, dont on sait qu'il n'a aucun fondement scientifique, académique, documentaire. On sait que c'est une pure invention criminelle, par ailleurs, de l'extrême droite. Eh bien, ce concept-là, il a été institutionnalisé, notamment par les médias Bolloré, autour de la campagne d'Éric Zemmour en 2022, lors de l'élection présidentielle. Et ensuite, on a vu, au cours, par exemple, je me souviens de cette séquence de l'émission politique de France 2, donc là, on est sur le service public audiovisuel, c'était l'interview de Valérie Pécresse, candidate de la droite républicaine, qui était interrogée par des journalistes du service public sur ce concept de grand remplacement. Mais en l'installant comme un élément du débat public, comme si ce concept pouvait être discutable, discuté et avoir une forme de rationalité, alors que l'on sait factuellement que c'est quelque chose qui n'est fondé sur aucun élément scientifique. Et donc ça me paraît extrêmement dangereux. C'est pour ça que je dis qu'on est dans une situation de survie vis-à-vis du journalisme et de la conception dont on s'en est fait. Et je pense que pendant beaucoup de temps, y compris des personnes qui ont un regard extrêmement aiguisé et qui ont une haute estime de ce qu'est la valeur de l'information, eh bien, ont pris à la légère la menace qui se profilait devant nous. Et là, il y a un enjeu qui est considérable pour la profession, peu importe les médias dans lesquels on travaille, de prendre au sérieux, mais maintenant, pas demain, maintenant. Le danger qui pèse sur l'exercice du journalisme en France et de ne rien laisser passer en termes de menaces répressives. Et vous parliez des tentatives d'accéder aux sources, par exemple, ou d'intimidation d'Ariane Lavrieux pour ses enquêtes sur des exactions commises à l'étranger avec le soutien de l'armée française. Ce type de menaces, mais aussi les agressions physiques, les menaces sur le secret des affaires ou l'atteinte à nos sources. Et en fait, tout ça forme pour moi un même bloc qu'on se doit de défendre parce que sinon on va se faire rouler dessus par un rouleau compresseur qui est celui de l'extrême droite et qui lui a un agenda qui est de détruire toute vérité de fait et toute rationalité dans le débat public. Albert Camus disait d'ailleurs « Un pays vaut ce que vaut sa presse » et je pense que cette phrase résume assez bien la situation dans laquelle on est plongé aujourd'hui. Merci Antoine Rouget pour cet entretien. Merci à vous. Merci beaucoup.